Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une formation artistique comme Stéphane, mais aussi une formation biophysicien. Et j'ai beaucoup travaillé sur les membranes lipidiques. Et en travaillant sur cette question, je me suis rendu compte qu'il y avait un processus très intéressant dans les membranes. C'est que les membranes sont des entités stables, parce qu'elles permettent de maintenir les cellules entre elles, voilà, indépendantes les unes des autres, mais elles sont avec un niveau de changement interne extrêmement important. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les premières années de médecine, quand on apprend l'asymétrie des membranes, hein, le feuillet externe et le feuillet interne sont différents, et ils ne sont pas un peu différents. Par exemple, si je prends un lipide comme la phosphatidyléthanolamine, elle est 5% dans le feuillet externe et 95% dans le feuillet interne. Donc vous imaginez que pour maintenir un état dynamique comme ça, il faut énormément de travail. Et ça, c'est vrai pour tous les lipides. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie externe-interne, mais une asymétrie transverse, c'est-à-dire que transversalement, les lipides ne sont pas miscibles. Ils ont des hétérogénéités qu'on appelle raft ou non raft, qu'on appelle les domaines. Et ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps parce que les protéines qui sont à l'intérieur et les ligands qui se fixent à l'intérieur sont tout le temps changeants. Et ça, ce modèle qui se passe à l'échelle 10-9, c'est quand même nanomoléculaire, de 10-9, eh ben, on le retrouve au niveau macro, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un système qui se maintient cohérent et tout le temps dynamique à l'échelle élémentaire ne le soit pas au niveau supramoléculaire, au niveau d'organes. Et donc, le cerveau, et c'est pour ça que c'est très intéressant, le cerveau, c'est un organe gras, puisque 70% du cerveau, c'est de la graisse, et qui est en permanence dans ce système dynamique, stable, changeant. Et ce modèle qui est stable, changeant, ça s'appelle métastable. C'est suffisamment stable pour qu'on l'observe, mais c'est suffisamment changeant pour que la vie puisse avoir lieu, parce que la vie, c'est l'unité de changement. Donc, quand on va analyser la question du cerveau, et nous, en l'occurrence, dans la psychose, eh bien, il va falloir se dire qu'on est face, exactement ce que vient de nous dire Stéphane, à des modèles dynamiques. C'est-à-dire que ce qu'on observe, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui est la résultante de quelque chose qui bouge. Et par exemple, quand on regarde l'activité des symptômes, ben, certains symptômes sont comme dans l'entorse des symptômes réactionnels, la rougeur et le gonflement. Donc, quand le cerveau a des processus pathologiques, le reste du cerveau non malade réagit, et réagissant pour lutter contre le phénomène, génère des symptômes. Donc on a ce qu'on appelle les symptômes secondaires. L'agitation, l'insomnie, même les hallucinations sont des symptômes secondaires. Et puis, et c'est pour ça que la psychiatrie est la discipline, à mon avis, la plus intéressante, c'est qu'on a, par rapport aux autres disciplines de la médecine, un autre phénomène qui se rajoute au phénomène primaire qui crée du symptôme, au phénomène secondaire de la lutte du cerveau contre ces manifestations. Il existe un phénomène tertiaire qui est la métaphore que le sujet s'explique, se donne pour comprendre ce qui lui arrive. On me surveille, mon voisin veut me tuer, on m'a mis une caméra, on m'a mis une puce dans la tête. Donc, au niveau sémiologique, on a 3 niveaux sémiologiques qui sont mélangés et qui sont dynamiques, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont s'agréger, se désagréger. Il y a les éléments élémentaires, par exemple l'hypofrontalité, les troubles de la connectivité interhémisphérique. Il y avoir des éléments qui vont être la lutte du cerveau, qui vont être l'équivalent de la rougeur et du gonflement, et qu'il va falloir soigner, mais on est d'accord que l'entorse, c'est quand même le ligament le problème. Mais il faut quand même soigner la rougeur et le gonflement. Ben, nous, souvent, en psychiatrie, on soigne la rougeur et le gonflement, parce que c'est plus facile. Et puis, il y a la métaphore existentielle du sujet qui pense son cerveau. Et dans ce système dynamique, eh ben, il va falloir traiter avec des molécules qui vont agir sur des systèmes hyper complexes. Parce que dans le fond, est-ce que ce qui est plus brillant, c'est ce qui est le plus important? L'agitation, c'est peut-être un système de défense que le cerveau met en œuvre pour éviter de s'endormir. Donc il y a peut-être un système de vigilance. Donc l'idée, c'est de travailler sur cette question de la dynamique symptomatique qui peut s'organiser, effectivement, tel que Stéphane peut le dire, dans des corrélations de symptômes, et même dans les dernières études qui sont faites, on corrèle non seulement les symptômes, mais le microbiote, la qualité de vie, la fonctionnalité, et on essaie de voir si le fait de ne pas dormir, ça infecte le microbiote, la qualité de vie,
et les hallucinations. Donc on fait des éléments de réseau beaucoup plus vastes maintenant. Donc voilà mes liens d'intérêt. Et alors l'idée c'est, dans cette difficulté qu'on a à penser le complexe, et comme Stéphane nous l'a dit, on a besoin de simplifier, ben, parfois en simplifiant c'est efficace, parfois en simplifiant ça nous induit en erreur. Et je pense qu'il y a certaines croyances qu'on a et que je vais essayer de souligner, non pas pour j'ai rien à apprendre à quiconque, mais simplement de réfléchir, et c'est une réflexion à voix haute avec vous, de ce que je pense par rapport au traitement des pathologies complexes comme la schizophrénie. Et pour ça, j'ai pris des études, un peu hétérodoxes, mais toutes très intéressantes et toutes de bonne qualité. Et il y en a une que je vais utiliser 2 fois. C'est une étude danoise d'une suivi de cohorte sur 20 ans. Donc c'est une étude qui est faite de la façon suivante. Il y a des patients en premier épisode de psychose qui sont inclus. Ils sont randomisés en 2 groupes. Un premier groupe qui est des patients qu'on appelle groupe opus, qui vont bénéficier d'un suivi très rapproché pendant les 2 premières années, une psychoéducation de la famille, un apprentissage de la nuance aux patients. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne dormez pas ou est-ce que c'est plutôt de l'angoisse? Donc il y a une espèce d'énonciation du symptôme. Donc on apprend une pédagogie du symptôme aux patients. Et un autre, traitement comme d'habitude. Au bout de 2 ans, les patients sont regroupés dans un suivi classique et puis on les suit. Donc ce qui va être intéressant dans la première utilisation de cette étude, c'est le suivi des patients. Et cette étude est remarquable à plusieurs aspects, et notamment par le fait qu'elle continue à suivre les patients qui ne veulent pas être soignés. Et ça, c'est très intéressant parce que la plupart du temps, on ne garde dans les études que ceux qui restent dans la cohorte. Et là, pas du tout. Donc, je ne vais pas développer cette question qui est passionnante parce que notamment, on voit beaucoup de patients qui ne sont pas soignés, qui ne vont pas si mal que ça dans cette étude. Donc, il y a quand même un nombre non négligeable de patients qui est suivi, 570 patients. Ce que vous observez, c'est que quand on regarde les trajectoires de patients, on se rend compte que la schizophrénie, c'est en fait un groupe très hétérogène de malades, ça ce qu'on sait très bien, en tous les cas en termes de trajectoire symptomatique. Vous allez avoir les 3 lignes vers le bas qui sont là. Je ne sais pas si ça marche là, oui. Oui, c'est ça. Les 3 lignes vers le bas qui vont être 18, 10 et 50, donc un nombre non négligeable de patients qui, à 20 ans, puisque la suivi est sur 20 ans, vont pas si mal. Et puis, il y a un groupe de patients qui commençait à s'améliorer et puis qui lentement s'est détérioré ou ne s'est jamais amélioré. Et qu'avons-nous dans nos services? On a cela. Donc déjà, on a un super biais de recrutement, de super biais cognitif, puisqu'on considère que les patients qui souffrent de schizophrénie sont des patients indécrottables. C'est des patients pour lesquels il n'y a pas beaucoup de chance. Et de temps en temps, il y en a un qui nous rassure, mais qu'on oublie que la majorité vont aller beaucoup mieux. Mais ceux-là, on ne les voit plus. Donc déjà, dans notre tête, on se dit « Ah oui, la schizophrénie, c'est une maladie où il n'y a pas beaucoup d'espoir et il ne faut pas tellement réfléchir à la complexité, puisqu'on est dans des modèles appauvris et répétés et traumatiques pour nous. Des patients qui sautent par le pont, des patients qu'il faudrait hospitaliser, des patients qui sont SDRE pour lesquels il n'y a pas d'infirmier, et donc des patients qui vont être problématiques pour nous. Et donc on estime que la pathologie elle-même est problématique. Donc ça, c'est un point très intéressant pour nous, de nous rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'espoir et de marge d'optimisme chez nos patients qu'on ne le croit naturellement. Deuxième élément, on va se dire, oui, d'accord, mais de toute façon, ils se détériorent, les patients. Bon, c'est normal, avec le temps, on se détériore tous, mais les patients se détériorent plus vite. Et je vous ai sorti 2 études, une un peu ancienne, je crois que de 2013, j'arrive pas à lire d'ici, oui, 2013, l'amélioration cognitive des patients. Donc là, j'ai pris 3 populations. Population ultra haut risque, donc c'est des patients qui ne vont pas transiter vers la schizophrénie, ceux qui connaissent c'est un champ, les premiers épisodes, et donc c'est les patients qui vont avoir des signes qui sont temporaires de psychose et qui vont être à risque de transition. Et puis, il y a des patients qui vont transiter vers la schizophrénie, c'est un premier épisode. Et puis après, là, dans l'étude, il y a les contrôles qui sont en jaune. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, vous voyez, qu'en bas, c'est 0, et c'est à l'admission. Donc, c'est une méta-analyse de 25 études, où les études ont suivi longitudinalement les patients pendant 1 à 5 ans, ça dépend des études, sur leur devenir cognitif. Et vous voyez que tous les patients
s'améliorent cognitivement, pas beaucoup pour certains, beaucoup pour d'autres, et ça va dépendre de la fonction cognitive. Vous voyez que sur votre droite, c'est l'affluence verbale qui s'améliore le moins, tant chez l'ultra haut risque que chez les sujets schizophrènes. Et on voyait en jaune les patients, les sujets. Quand on donne du temps aux sujets, quand ils sont jeunes, ils améliorent leur cognition parce qu'ils apprennent sur les tests qu'on leur fait passer. Ça se fait passer sur la BACS. Donc c'est intéressant, on voit que les patients s'améliorent de façon très hétérogène et que globalement, cognitivement, les patients s'améliorent au moins sur ces 1 à 5 ans. Sur l'étude récente là, qui est sortie l'année dernière, on fait la même chose, mais là, on prend des sujets en premier épisode qu'on suit pendant 10 ans. Donc ça, c'est une cohorte d'Oslo, et 28 sujets en premier épisode de psychose, PEP, et puis 28 contrôles. Et au bout de 10 ans, il reste quand même 80% des personnes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, ces sujets passent la BACS tous les ans. Et ce que vous voyez, c'est les scores qu'ils ont dans les différentes tâches. Par exemple, ici, vous avez le score composite de la BACS, donc la Matrix, par exemple, c'est la Matrix, c'est pareil. C'est une batterie de tests cognitifs. Quand on fait la somme des tests, on va se rendre compte qu'ils sont quand même très altérés, 32 par rapport à 47 des sujets contrôle. Mais vous voyez que jusqu'à la 6e année, ils s'améliorent, les sujets schizophrènes. Les sujets contrôle s'améliorent, mais à partir de la 6e année, les gens ne bougent plus. Il y a une amélioration au début, chez tout le monde, parce qu'on améliore, c'est pas qu'on améliore la compétence à l'échelle, mais en tout cas, on s'améliore par rapport à ce type de test. Pour la mémoire de travail, idem. Jusqu'à la 6e année, les gens s'améliorent. Vous voyez, que ce soit le sujet contrôle ou les sujets schizophrènes. Puis plus d'amélioration. Et même, un truc qui a beaucoup étonné les auteurs, c'est que le raisonnement et la résolution de problèmes, eh ben, les sujets s'améliorent pour ressembler, vous voyez l'écart type, il n'y a pas de différence entre le sujet contrôle et le sujet schizophrène. Donc du coup, la question qui se pose, c'est, bon, certes, on a des malades qui vont très mal, et peut-être que ceux qu'on voit, ben, c'est ceux qui vont les plus mal des plus mal, et que du coup, on en conclut qu'ils vont mal tous, parce qu'on ne voit pas les autres. Et on s'imagine qu'ils s'aggravent au plan cognitif, et on se rend compte que non. Certaines fonctions cognitives s'améliorent peu, mais certaines s'améliorent. Et il y a une étude qui est parue dans l'American Journal, qui est très intéressante, et qui se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe alors que les patients sont stables au plan neurocognitif, qu'ils sont stables au plan symptomatique, ils déclinent au plan fonctionnel. Et ça, c'est une question quand même très très intéressante de se dire qu'est-ce qui se passe pour que jusqu'à 2 ans, c'est à peu près stable, et puis à partir de ce moment-là, 10 et 20 ans, ben, les patients se détériorent. Est-ce qu'on se décourage ? Est-ce qu'on n'arrive plus à avoir des bons modèles cognitifs dans notre tête pour savoir quoi faire? Et mon idée, malgré tout, c'est que peut-être, une fois que le patient est stable, on s'arrête de réfléchir, parce qu'il ne pose plus de problème. Et je pense que c'est quand même intéressant de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une réserve chez ces patients, une fois qu'ils se sont un peu stabilisés, psychopharmacologique d'amélioration? Psychopharmacologique d'amélioration. Et je pense que nous, psychopharmacologiquement, on s'est mis dans notre tête, avec un schéma un peu faux, de considérer que le traitement, ben, c'est le dur pour éviter que le malade rechute, et la psychothérapie, la remédiation, ça fait le reste. Comme si la pharmacologie n'était plus une psychopharmacologie, et qu'il n'y avait plus rien à gagner avec le traitement, une fois que le patient va pas trop mal. Et moi, je pense que non. Je pense qu'il faut rester dans notre tête, psychopharmacologue, tout le temps, même quand le patient va pas si mal. Et c'est dans cette option, justement, où il va falloir penser les différents états de la métastabilité, qu'il y a, à mon avis, la place pour des médicaments comme le laboratoire qui m'invite propose, notamment la chlorpromazine, que je trouve un médicament intéressant. Donc du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on pense, nous? Et on a 2 stratégies de pensée que j'ai appelées simplex, que j'ai pareil que vous, hein, rassurez-vous, je ne me mets pas hors jeu. Le premier simplex qu'on a, c'est les épisodes aigus sont tous pareils. Donc un patient qui va mal, c'est un patient qui va mal, et le même patient qui va mal 2 fois, il va mal de la même manière. Donc il y a une espèce d'unicité de l'aigu, comme si tous les aigus étaient semblables, et du coup,
nous, dans notre tête, comme c'est fréquent par rapport aux patients qu'on a vus, vous vous souvenez des patients résistants qui rechutent beaucoup, eh bien on se dit, les patients, ils rechutent parce qu'ils ont arrêté leur traitement. Donc dans notre tête, on a un premier principe qui se met en place, les aigus sont tous pareils, et l'aigu vient du fait que le patient prend plus son traitement. Deuxième simplex qu'on a dans notre tête, c'est la rémission, c'est un état qu'il faut conserver tel quel, c'est déjà pas si mal pour quelqu'un qui est schizophrène de parchuter, donc on ne va pas vouloir davantage. Et donc on est dans un moment où le traitement qui stabilise le patient, on veut le garder coûte que coûte, tant que ça va pas mal. Et donc on n'a pas d'ambition psychopharmacologique quand ça va pas si mal. Et c'est peut-être là où on a tort. Et les efforts thérapeutiques consistent essentiellement à fonctionnaliser, avec la psychothérapie, avec la remédiation, la stabilisation pharmacologique. Mais en réalité, pour moi, rechute et stabilisation sont des états dynamiques et hétérogènes. Il y a pas un patient, il ne va pas bien tout le temps de la même manière. Et il va parfois bien en ayant beaucoup de symptômes, bien en n'ayant pas beaucoup de symptômes, et parfois alors mal en n'ayant pas beaucoup de symptômes. Donc, on n'est pas dans des logiques si simples que ça. Et les épisodes aigus, pour moi, sont explicables par plusieurs causes neuropharmacologiques, toujours pas forcément identiques, ou des causes événementielles. Et il y a, en plus, la maladie a un cours évolutif qui est un génie évolutif. Et pour réfléchir à cette question du génie évolutif, notamment à la question de la métastabilité, puisque le patient qui va pas mal, comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est fossilisé dans son symptôme? Ou est-ce qu'il est dynamique? Et j'ai coutume de penser qu'un traitement, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à fixer le symptôme, ça sert au patient à prendre de nouveaux risques à moindre risque. Donc c'est ça, hein, c'est pas fossiliser les choses, à mon avis en tous les cas. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut penser la question de la dynamique? La première chose, c'est de se dire, est-ce que mon idée que le traitement c'est la seule manière de stabiliser le patient et la seule cause de déstabilisation, c'est l'arrêt thérapeutique, c'est de regarder les essais cliniques. Et de regarder les essais cliniques parce qu'on est sûr que le patient prend son traitement et regarder les essais cliniques non seulement en oral, mais les essais cliniques en forme d'action prolongée où on est sûr que le patient prend son traitement. Et qu'est-ce qu'on voit? Que dans les essais cliniques, ici c'est une méta-analyse de 6400 patients, dans lequel les patients sont sous placebo ou sous antipsychotiques, on se rend compte que les patients sous placebo rechutent à 1 an, dans 64% des cas, ça veut dire que dans 40% des cas, ils n'ont pas rechuté aussi, et ils ont rechuté dans 27% des cas sous antipsychotiques. Et ce qui est intéressant, c'est que l'hospitalisation, elle a lieu chez 10% des patients dans les essais cliniques sous antipsychotiques et de 28% sous placebo. Donc ça veut dire qu'il y a un rôle du médicament, et c'est indiscutable, mais ça n'est pas un rôle unique parce que la maladie, comme le trouble bipolaire, elle a un génie évolutif vers la rechute. Et l'autre étude très intéressante, c'est une étude finlandaise qui regarde donc des patients sous antipsychotiques d'action prolongée ou d'action orale, et il regarde le nombre de rechutes. Et il se rend compte qu'on a 32% des patients sous APAP qui font un blip, qui font un Breaking Psychosis and Antipsychotic Maintenance, donc ce qu'ils appellent BAMM. Donc ils ont une hospitalisation malgré le traitement, et 31% dans les formes orales. Donc, à partir du moment où le patient prend son traitement, il n'y a pas une grande différence entre oral et antipsychotique d'action prolongée. Donc nous, ça nous amène à réfléchir à la question de la rechute comme peut-être faisant partie du génie évolutif de la maladie, et pas simplement le sale gosse qui ne prend pas son traitement. Ça, je pense que c'est un élément aussi intéressant pour nous, de ne pas voir la rechute comme un échec, mais simplement quelque chose à l'œuvre dans les patients. Et moi, j'aime beaucoup la question de la dynamique du symptôme. Autre étude très connue de méta-analyse récente sur des patients dans les essais cliniques, soit inclus dans l'essai à partir d'un état aigu, acutely ill patients, ou des patients qui sont stable et après mis sous antipsychotiques d'action prolongée. Et on voit que le taux de rechute dans les deux cas est identique, 21%. Donc ça veut dire que la rechute n'est pas que liée à l'arrêt thérapeutique, puisque chez les patients traités, la rechute fait partie du système. Donc là, on a quand même une histoire dynamique chez nos patients.
L'autre point, et Stéphane en parlait tout à l'heure, sur les réseaux de symptômes et sur la dynamique, en fait, c'est des modèles thermodynamiques qui sont mis en œuvre. Donc, c'est quoi la stabilité? La stabilité, c'est quelque chose qui ne va pas changer si l'environnement change beaucoup. La santé, c'est un état stable. On a beau passer des gardes comme Stéphane, avoir des hélicoptères qui viennent, pas aller bien, prendre l'avion, avoir 50 trucs à faire. On est tout content, ça se passe bien. On est malade, on a beau gagner au loto, avoir la plus belle femme du monde à ses côtés, on reste malade. Donc, la santé et la maladie sont des états stables. La convalescence, la rémission, est un état métastable. C'est un état dynamique qui nécessite une énergie interne pour se maintenir en cohésion. Et c'est un état qui est vulnérable, puisque si on apporte une énergie externe négative, et s'il n'y a pas assez de facteurs de protection, le patient va retomber dans l'état stable de la maladie. Et c'est ce qu'on voit ici dans ces modèles, où vous avez à votre gauche des réseaux où il y a beaucoup de points qui sont très corrélés les uns avec les autres. Et quand un point fait défaut, une mauvaise nouvelle, une insomnie, un patient difficile, un divorce, eh ben, on se récupère sur le reste. Donc il y a assez de points et assez d'interactions pour que le système garde sa dynamique interne. Ici, vous avez une maladie aiguë avec très peu de symptômes, et c'est pour ça que les maladies dans le monde entier se reconnaissent, parce que c'est les mêmes symptômes qui restent. C'est ce qui reste quand il ne reste plus rien, la maladie. Parce qu'il ne reste plus rien du reste. Et donc, du coup, et c'est là où c'est très intéressant pour nous à comprendre, c'est qu'une maladie, c'est un état diminué de degré de liberté. Et c'est là où on nous apprend parfois mal les choses, puisqu'on nous demande de diminuer des symptômes, là où il n'y a déjà presque plus rien. Soigner, en réalité, c'est rajouter des degrés de liberté. Vous voyez qu'il y a plus de degrés de liberté là que là, et il y a plus de binarité que là. Donc, soigner, c'est augmenter le nombre de degrés de liberté et augmenter les interactions entre ces degrés de liberté. Et donc, nous, quand on soigne, eh bien, effectivement, on évite que le patient aille dans ce modèle où quasiment il est sûr qu'il va toucher. Il est dans une métastabilité, mais qui est beaucoup moins stable que là. Et donc, il va falloir trouver une manière de maintenir une cohésion. Donc, au début, ce qu'on fait quand on soigne, eh bien, on apporte beaucoup d'énergie pour passer de ce modèle stable à ce modèle métastable 2, mais qui est quand même pas très stable. Et l'idée, l'étape d'après, c'est d'optimiser pour renforcer un état métastable cérébral pour que le malade soit plus robuste. Et là, effectivement, il y a beaucoup de psychothérapie à faire, mais il y a aussi une optimisation pharmacologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le traitement pharmacologique qui est là, eh ben, il s'optimise par rapport à celui-là. Et donc, c'est là où, effectivement, il y a besoin de penser, et de penser avec d'autres codes, je vais passer là-dessus, c'est un peu long, sur l'analyse des symptômes des patients quand ils vont bien. Et Stéphane l'a montré tout à l'heure, selon l'état du malade, même à symptomatologie identique, les liens entre les symptômes, les nœuds qui font que si j'améliore ce symptôme, je protège tous les autres, ou au contraire, si ce symptôme se fragilise, tous les autres s'effondrent, eh bien, ces équilibres changent dans le métastable 1 du métastable 2. Et ils changent sur quoi? Sur 3 niveaux. Des signes non psychotiques, et ça, c'était très très bien montré que les signes affectifs, ce sont les symptômes les plus importants à prendre en charge quand le patient est stabilisé, parce que c'est ce qui va produire le plus de risques de rechute si ces symptômes s'altèrent. L'anxiété augmente, la dépression augmente, l'estime de soi diminue. Des symptômes psychotiques atténués, notamment des questions qu'on interroge peu, la bizarrerie et la centralité, qui sont des symptômes psychotiques à risque de variation dans des rechutes aiguës, et puis des symptômes expérientiels, et c'est vrai qu'à Saint-Antoine, on est très attaché à savoir, au bout du compte, vous dites que vous êtes Dieu, mais est-ce que c'est pas trop angoissant d'être Dieu? Parce qu'on a l'humanité sur ses épaules. Donc là où le psychiatre voit mégalomanie, le patient voit panique à bord. Et donc l'idée, c'est que si on s'intéresse à l'expérience symptomatique, du coup la prescription va pouvoir se faire sur l'expérience plus que sur le symptôme. Et qu'est-ce que c'est que l'expérience d'être Dieu? C'est un peu flippant quand même. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas prescrire l'antipsychotique sur le délire mégalomaniaque
de Dieu, mais sur l'anxiété expérientielle de n'avoir comme solution pour s'expliquer ce qui nous arrive que de se dire qu'on est Dieu. Vous voyez? Donc ça, c'est une collègue anglaise qui a beaucoup travaillé sur cette question, notamment qui a regardé dans les dossiers ce qui était marqué et ce que les infirmières avaient observé. Et elle a vu que les infirmières avaient beaucoup plus marqué sur « il dort pas bien, il s'inquiète, il parle de lui, il dit que les bruits sont trop forts, etc. » Le psychiatre, il avait été plus symptômes positifs, symptômes négatifs. Et puis ça n'avait pas du tout prédit le risque de transition. Le malade avait rechuté. Alors, il avait arrêté son traitement, sûrement. Simplement, il avait arrêté son traitement parce qu'il y avait tellement d'angoisse qu'il n'arrivait plus à le prendre. Et donc, c'est très intéressant. Donc, elle montre les symptômes qui sont associés au risque de rechute quand le malade va bien. Et c'est vrai qu'en médecine, on ne nous apprend pas du tout la chronicité. On nous fait croire que le chronique, c'est l'atténué qui dure, l'atténué de l'aigu qui dure. Ah non. Le chronique, c'est un autre état stable, et ce n'est pas du l'aigu moins fort, durable. C'est une autre logique interne. Et donc je reprends cette fameuse étude dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez, pendant les 2 premières années, il y a l'équipe qui a vachement de chance, qui est à gauche, là, qui bénéficie du traitement au puce. On voit les patients toutes les semaines, on reçoit les familles, on fait de l'éducation aux symptômes, etc. Et puis là, on fait le traitement comme nous tous. Et on se dit, mais est-ce que ça a un effet sur les symptômes? Et oui, tant qu'on fait ça, on se rend compte que les patients dans le groupe opus, c'est où le groupe opus, je ne sais plus, les patients dans le groupe opus, ils sont là sans doute d'envers, je pense, eh ben, ils ont des dimensions positives psychotiques moins importantes que les patients dans le traitement, comme toujours. Mais dès qu'on arrête à partir de la 3e année, les symptômes reviennent à l'identique. Donc s'occuper beaucoup d'un malade, ça améliore, ça c'est sûr. Maurice Ferreri, qui est notre maître, nous disait ça, dès que tu t'occupes de quelqu'un, il se passe quelque chose qui fait que ça soigne. Pareil pour les symptômes négatifs, ils sont moins importants chez les patients qui sont dans le groupe opus. Et la question qui se pose, c'est est-ce que 20 ans après, ça fait une différence? Et oui, quand on prend le paramètre aussi dur que la mortalité, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien qu'à partir de la 2e année, la mortalité, et ça augmente à partir de la 10e année, est beaucoup plus importante dans le groupe qui n'a pas bénéficié les 2 premières années de cette attention. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est l'apprentissage à demander de l'aide, la capacité à comprendre ce qui se passe, la capacité à mieux appréhender l'effet du traitement, la capacité à s'occuper de soi au plan physique, parce que là c'est mortalité toutes causes confondues, c'est pas mortalité par suicide, etc. Et donc c'est très intéressant de voir que bien s'occuper d'un malade continuellement, ça a un effet sur un paramètre aussi dur que la mortalité. Et ça, je pense que c'est un élément important. Donc, évidemment, vous avez compris le message. Je prône une optimisation de l'ajustement pharmacologique permanent. Et ici, c'est une étude très intéressante de Thionen, que vous connaissez, qui regarde l'effet de l'intérêt d'une association. Et elle montre que certaines associations sont plus bénéfiques que d'autres. Nous, on est en train de faire une étude exactement la même, avec un paramètre supplémentaire, on fait ça avec Pierre Michel, c'est quelle est la meilleure séquence de traitement. Par exemple, si on commence par épiprazole, chlorpromazine, et puis après on fait risperidone, et puis après on fait Abilify Maintena, est-ce que c'est mieux que si on fait dans un autre ordre? Donc c'est pas juste le bon traitement, quelle est la bonne séquence, et notamment la bonne séquence d'association. Et on travaille beaucoup avec Pierre Michel sur la question des associations courtes. Est-ce que, dans le fond, à un moment donné, quand le patient va pas bien, ça vaut la peine de faire 2 mois de chlorpromazine? Voilà, en tous les cas, sur la loxapine, ça sort, en tous les cas, on n'a pas vu le reste. Donc voilà, donc l'idée, c'est un médicament comme la chlorpromazine, c'est un médicament qu'on croit connaître. On se dit c'est un atypique. Bon, on dit c'est une première génération, sauf qu'en fait, en réalité, c'est un atypique. Quand on regarde les coefficients d'affinité sur des récepteurs clonés qu'on met en in vitro, ben on se rend compte, vous savez, que l'affinité, plus le chiffre est petit, plus l'affinité est forte. C'est-à-dire moins il en faut pour que ça adhère. Ben vous voyez que quand on regarde les récepteurs 5-HT2A, qui quand même sont caractéristiques des antipsychotiques atypiques, et quand on regarde les récepteurs D2, D3, D1, D2, et les récepteurs alpha-1, eh ben on va se rendre compte que la chlorpromazine, elle est exactement au-dessus de l'olanzapine. Oui, la clozapine a un rapport 5-HT2D2 à 1,29 et la chlorpromazine à 1,15, la lopéridol à 0,8.
Donc ça a beau être pareil, c'est pas pareil. Et quand on regarde, juste, c'est la dernière diapo, les coefficients de dissociation, parce que là on vient de voir le coefficient d'affinité, la manière dont l'antipsychotique se fixe sur le récepteur, mais ça ne se fixe pas en permanence, c'est du kiss and fly, un antipsychotique, ça reste et ça s'en va, ça reste et ça s'en va. Et donc la capacité à s'en aller, ben là on va se rendre compte que la chlorpromazine, elle reste. Donc on a une molécule qui dure avec un coefficient 5-HT2 élevé. Et ça c'est assez intéressant et je pense qu'il y a une raison pour laquelle à Paris, puisque Paris est en question, on utilise encore beaucoup la chlorpromazine parce que c'est une molécule qui est bien tolérée grâce à son caractéristique 5-HT2 et qui est bien durable grâce à sa forte affinité. Et donc on a un add-on qui, à mon avis, est temporaire, qu'il faut valider sur certains paramètres mineurs pour améliorer l'optimisation du soin. Donc voilà, donc, je pense qu'il faut essayer de garder de la pensée, penser que la complexité, c'est une joie et ce n'est pas une perte de chance, et que les médicaments, ben, c'est déjà le travail du psychiatre et ce n'est pas le chimiatre qui, après, s'en oublie de faire la psychologie. Je pense que la psychopharmacologie, c'est une psychologie de la prescription. Et il faut savoir le faire et je pense que c'est très important. Je te passe la parole.